Hello. Hey, what's good, Ket? I'm seeing myself on the screen. Let's try to switch it up. There we go. Live from the Museum of Graffiti in How Wynwood. are you? Good. Good to see you again since 15 minutes ago. Sorry about the wait. Yes. You know how it No is. worries. I Okay, do. let me introduce you first, if that's okay. Or would you like to Of introduce course. yourself and have me translate, whichever you prefer? Nope. You can just do it. That's fine. Okay, great. And I'll be doing it in French. If you hear anything wrong, you can just tell me. I don't know how good your French is, man. Ok, je vais me permettre de présenter notre interlocuteur aujourd'hui. C'est donc le cofondateur du Musée du Graffiti qui a ouvert à Wynwood, à Miami. C'est Ket qui vient de Brooklyn, légende du graffiti en tant qu'artiste déjà, en tant que peintre de métro, de murs, depuis le début des années 80. C'est un des grands historiens du mouvement, un des grands étudiants du mouvement, un des grands maîtres à penser, j'ai envie de dire, de tout ce qui est le graffiti et surtout son archivage, la manière dont il peut être préservé, dont l'histoire du graffiti a été préservée. Donc c'est avec un immense honneur qu'on peut l'accueillir ce soir et qu'il a accepté de prendre un petit moment pour répondre à quelques-unes de nos questions sur le mouvement graffiti. Was that okay? Perfect. Okay, great. Thanks, man. Great. So we'll be talking today about archiving and how we keep the memory of graffiti and the images of graffiti alive. And as such, my first question was, how do you feel that graffiti is meant to be seen live in person, and how do you feel that the keeping and archiving of images, first through photography, also film, and now through modern media, has influenced or changed graffiti itself? Let me translate that first. Donc du coup, ma première question c'était dans quelle mesure est-ce que le fait de garder des images d'un art éphémère, le graffiti il est fait pour être vu en direct par un public personnel, comment est-ce que le fait d'en créer des images, que ce soit par la photo ou le film, a influencé le mouvement et comment est-ce que ça s'est développé depuis ses débuts, dans les années 70 particulièrement, à New York et Philadelphie? All you. So, first of all, it allowed for the work that was being done in the streets or on the trains to travel beyond the immediate exposure of the people, right? And so, if you were not in New York City in 1975, when Blade painted the specific train, the image allowed for others to be able to see it. You didn't have to be there. So the photography allowed for the extension of the image to go beyond wherever it was painted. And that's a very important, significant development, because what had happened, it allowed for Blade to become larger, or any artist to become larger than the community that they were directly impacting. And so that took the art movement around the world. Okay. First of all. Great, thank you. Donc sa réponse, c'est que ce que ça a permis, c'est-à-dire de prendre des photos et de les transmettre, ça a permis au mouvement de sortir de son public immédiat, qui était donc les personnes qui ont pu voir les murs et les métros. Il a donné l'exemple des métros légendaires, des hall-cars légendaires de Blade, qui ont été peints pour la plupart entre 1974 et 1978, et ça leur a permis de voyager au-delà des frontières qui auraient pu être imposées par le fait qu'ils, si on n'était pas là à New York dans les années 70, on ne pouvait pas voir ce type de forme d'art. Donc ça a permis à ces artistes d'être exposés dans un sens un peu partout dans le monde et à leur travail de voyager ainsi. Do you feel, in that sense, was it important as well as far as the communication within the writing community in New York, in the sense that I'm thinking of a talk we had 15 years ago when you were saying that artists were sometimes limited to their lines, like the Brooklyn guys, we were talking about CWK originally, and the Brooklyn guys would be on those lines, and that's what the people would see, and that then there were the major number lines, and that photography allowed also for writers to archive their own work and share it. How do you feel photography
maybe had an importance in that sense, as far as artists developing and being able to see each other's work if they didn't live in the same boroughs. Alors, sorry, I just have to translate the question. Ma question c'est, dans quel sens est-ce que, donc il parle du fait que ça a permis aux artistes d'être connus en dehors de New York. Moi, ce que je demande, c'est est-ce que ça a une influence aussi pour les artistes dans la ville? Est-ce que ça leur permettait de voir le travail les uns des autres, sachant que la plupart du travail sur les métros était sur certaines lignes très précises de métro. Donc si on habitait sur les lignes principales qui vont du Bronx à Manhattan, par exemple, on ne voyait pas les trains qui venaient de Brooklyn, qui est d'où vient KET. Si les gens des groupes qui peignaient les lignes qui vont à Brooklyn, comme le IJ, etc., ne pouvaient pas être vus par les gens principaux qui venaient du Bronx. Parce que simplement, ça demande 1 voire 2 heures de trajet en métro pour voir les métros. Donc la photo a aussi permis une discussion entre artistes, de pouvoir voir le travail des uns des autres. Go ahead. So first of all, the photography in those days allowed for the artists to preserve their work in some form because it was being destroyed so quickly. Okay. And by destroyed so quickly, meaning that it was being painted over by the city. And so the photograph became a very important record of the creation of this artwork that was very temporary. That's number one. Second of all, it allowed for artists to go back and study not only their own style and the execution of their work, but the execution of others. And so if I was taking photos in Brooklyn and I met up with Wayne in the Bronx, I would be able to show him the work that was happening in Brooklyn and exchange it. And then he could study and see things that maybe he didn't have time to see in person because things were changing so rapidly because of the city and because of the destruction of the artwork by the city. So very, very important to be able to have the artists themselves or anybody interested to document the work because it could very well be painted today and by tonight it would no longer exist. Ouais. Alors, ce qu'il explique, c'est qu'effectivement, c'était une manière de préserver le travail des artistes et de l'échanger, compte tenu particulièrement du fait que... Alors, you're thinking of the early mid-80s, right? Oh, the whole time. I mean, you know, between the 70s through through today, all of it. Good so point. Today, you go paint it today, it's not going to last more than one day. Yeah, we got a couple of guys in here who do that kind of stuff who are with us today. Yeah. They're present today. OK, donc ce qu'il est en train de dire, c'est que c'est une manière de préserver et de pouvoir échanger et communiquer par rapport à ce type de travail. Il disait par exemple, le travail, lui, quand il échangeait avec les gens du Bronx, qui n'avaient pas forcément le temps ni l'opportunité de venir voir le travail quand il venait d'être peint, surtout compte tenu du fait que la plupart des métros se faisaient effacer très rapidement, souvent le jour même. Maintenant, on est clairement au jour même, mais même à l'époque, il y avait toute une série de campagnes qui faisaient que régulièrement, le travail des artistes disparaissait extrêmement rapidement. Donc, s'ils n'avaient pas d'archivage en photo, il n'en restait rien et il n'y avait pas de communication possible entre les différentes, j'ai envie de dire, écoles stylistiques, groupes qui avaient développé leur propre style et qui du coup pouvaient communiquer par le biais de ces photos. On that note, how did that transition happen between photography that was taken by artists in order to share their work with other artists, basically within their community in a way, and the development of media? Since you were involved very early in the magazines, first I'm thinking of magazines, but also books. Obviously, we're talking about Martha Cooper today, so Subway Art, the Thames and Hudson productions, and you know, as early as IGT, and later the hip-hop, quote-unquote, magazines like On The Go, Stress, and all of those that included graffiti, and then the specialized. Now, how did that evolution to you take place and maybe change the attitude of the writers from what you're talking about, so the artists exchanging, to reaching a larger public? Let me get that in French. Donc ma question, c'est dans quelle mesure est-ce qu'on est passé du moment où les artistes échangeaient leurs photos pour des raisons d'intérêt stylistique et de développement de leur travail, à ce que la photographie de ce type d'art devienne une forme de publication, que ce soit sous forme de livre, donc le légendaire Subway Art de Martha Cooper, dont
J'espère, on verra le documentaire tout à l'heure. Mais aussi tous les magazines qui ont commencé à se développer à la fin des années 80, surtout pendant les années 90, l'inclusion des photos de graffiti dans des magazines plus larges de culture hip-hop. C'était le cas en France aussi, je pense à Radical en l'occurrence. Et dans quelle mesure est-ce que cette utilisation de la photo est passée d'un outil d'échange entre artistes à une manière d'accéder à un autre public beaucoup plus large? So it's very, very important to note that the media that was coming out about the movement early on was, by and large, was negative. And so the media portrayed this art form as a plague and as something very negative to society in general. When writers started to get involved in creating their own media, we have to give acknowledgement to David Schmidlap in Phase 2 with the creation of IGT in 1983. And that was a reaction to the negativity. And so they wanted to create something that spoke from an insider's perspective and that actually understood the truth behind the movement and the intention of the artist. That led the way to others saying, you know what, you're right, we should have a voice, we should be represented fairly with our point of view in media. And for many of us, that meant we had to create our own companies. We had to create our own media companies or our own publications, because the stuff that was coming out, if you just look at the newspaper, which is covering it the most, it only wants to cover it when they're talking about arrests. Yeah. And so we wanted to counter that and talk about this is an art form, this is about culture, this is about a movement. And, books like Martha Cooper and Henry Chalfant's Subway Art open the doors for more possibilities for us to understand the possibility of book publishing. And so it allowed us to document our own history, our own point of view. And it's been critical for us to take ownership and do that type of work. Because if we don't do it, a lot of times it just isn't done properly. Okay, great, thank you very much. Ok, donc ce qu'il dit, c'est que la raison pour laquelle ils ont commencé à développer, et il parle de International Graffiti Times, qui était le premier magazine de graffiti qui est sorti en 83, initié par Phase 2, c'était l'idée de reprendre possession de la documentation de leur propre forme d'art. C'est-à-dire que la seule manière dont cette forme d'art était représentée, c'était dans les médias. Et ils en parlaient comme d'une plaie, comme d'un véritable fléau. Et que la difficulté était que les artistes n'arrivaient pas à retrouver un média qui puisse représenter leur point de vue, leur vision de l'art, de leur travail en tant qu'art. Il faut se rappeler aussi de l'âge de la plupart de ces artistes. Je me permets une anecdote, c'est quand même, on parle de la plupart de ces artistes avaient 17, 18, 19 ans, ils sont très jeunes, fin des années 70, début 80. Et donc de reprendre possession de cette imagerie et de pouvoir représenter leur culture eux-mêmes. Et la publication par la grande maison d'édition Thames & Hudson de Subway Art leur a ouvert l'esprit sur l'idée qu'ils pouvaient aussi se lancer dans des livres qui seraient des recueils spécifiques, mais qui auraient été produits par ce propre milieu. Donc, sans qu'ils puissent être récupérés ou réinterprétés comme il a pu l'être plus tard, très régulièrement, mais que ce sont les artistes eux-mêmes qui prennent possession de l'archivage et de l'histoire de leur propre culture. Donc ça a été extrêmement important dans son développement, ce passage au magazine et aux livres venant du milieu artistique plutôt que de l'extérieur, dont la presse était principalement négative. Rebounding on that, I'm curious, obviously being from the 90s, how did you feel about the inclusion of graffiti being specifically linked to a certain cultural genre? I'm thinking about the whole hip-hop magazine thing, because that was really, I think, an important, as far as the image of the culture is concerned, was its link with, the source, again, stress. I mean, the fact that graffiti was included and often was linked in that sense as far as the magazines, and those pictures of graffiti were associated culturally with those types of magazines. How do you feel that played into the development of graffiti culture in itself, and also maybe
with the archiving of the pictures and the representation of visuals as far as hip-hop is concerned. Donc ma question c'est, le grand développement des années 90 des magazines de graffiti était aussi très lié avec la culture hip-hop, qui avait souvent des pages, donc je reviens sur la question précédente. Est-ce qu'il peut nous parler plus spécifiquement de comment est-ce que cela a influencé peut-être l'image visuelle qu'on a de rapprocher souvent le graffiti avec la culture hip-hop, qui n'est pas forcément aussi logique qu'on le croirait, hein. C'est quelque chose qui a été créé. C'est une image qui s'est développée avec le temps, mais qui n'est pas représentative du début du graffiti, ni vraiment forcément du début de la culture hip-hop. Well, we have, I think, style wars to thank for that. Okay. You know, we have the Bronx to thank for that. And so, you know, when you have an art movement that predates hip hop culture, it becomes quite a controversial thing when the pioneers were around before hip hop culture. You know, Blade doesn't identify with hip hop culture. Tacky 183 or the Philly guys. Julio 207 or the Philly, you know, it just didn't exist. They were listening to disco and funk and soul. And so when hip hop or when rap music started to be created in the Bronx, it changed everything. Now we're lucky to have people like Phase 2 that were a bridge between the dance and the music and the art. Or people like Bambaataa who were that same way, or Rocksteady crew who had writers like, you know, Kel and Mayer and Min and those who, you know, not only painted but also danced. Yeah. And so when hip hop came out of the Bronx and went worldwide, it didn't happen until some of the early rap tours like the Fresh Fest and until really the movie Style Wars. And so by the time other cities started to have their own graffiti movement or their own hip hop movement, it really happened because of that film. And so there is, you know, when you think about, let's say Miami, I'm in Miami right now, there is graffiti, a movement before Beach Street, and then after the Beach Street movement. When some of these films came out, everything changed. Okay. Everywhere. So you feel that that's more important than the whole magazines in the 90s movement? Yeah, well, the magazines in the 90s did the same thing. And so the Source magazine also opened up doors, and it also made people remember, because listen, in the 80s, you know, around the world, we were clear that there was a hip hop movement. But by the 90s, rap music eclipsed graffiti. Yeah. Graffiti was tiny. And so the fact that there was a tiny page in the Source magazine was there to remind people that there is such a thing as hip hop culture. And that was very important. Okay. Great, thank you. Ok, alors ce qu'il dit, c'est qu'en fait, ça prédate. Ce qui est intéressant, c'est que le mouvement graffiti prédate la culture hip-hop, prédate le rap, le break. Enfin, le mouvement graffiti date de la fin des années 60 pour ce qui est de Philadelphie, le début des années 70 pour New York. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ensuite, il dit que c'est une région particulière de New York où le lien a été fait entre un certain type de musique, les débuts du rap, les débuts de certaines danses urbaines, et pour créer ce qu'on a reçu, nous, en Europe, comme étant la culture hip-hop, mais qui, à l'origine, sont plusieurs types d'expressions culturelles qui ont été réunies, particulièrement dans le Bronx, par des gens comme Phase 2, Bambaataa, qui l'ont officialisé le fait qu'il s'agissait d'une culture complète avec plusieurs formes d'expression. Mais le graffiti en tant que tel existait déjà en tant que forme d'expression avant ces notions de culture hip-hop, et que c'est particulièrement avec la sortie de films comme Style Wars ou Beat Street, donc autour de 84, 85-86 pour les sorties européennes, que cette image d'un mouvement unifié avec une image visuelle qui était le graffiti, une danse qui était le break, une musique, le rap, qui s'est vraiment développé à travers le monde, et que nous, en tant qu'Européens, pour faire partie de ces vagues-là, j'étais tout petit à l'époque, on l'a vraiment reçu comme un paquet complet et on y a cru dur comme fer. Pour nous, ça venait tout du même endroit, alors que la réalité, quand on la découvre, elle est quand même un peu plus complexe, effectivement, surtout celle du mouvement graffiti. Et ce qu'il dit, c'est que dans les années 90, quand le rap a vraiment pris son essor partout dans le monde, ce qui est devenu un grand mouvement de mode au niveau de la musique
a énormément éclipsé le reste de cette culture, la danse, le graffiti, et que ces magazines ont servi à rappeler que ce qui était venu avec le rap, c'était aussi ces autres expressions culturelles. I mean, and to that point, just to add to that, when you had magazines like The Source in the 90s that had one page, the answer to that from insiders within the culture, like Espo with On the Go, Yeah. or myself with Stress, is to make more of a balanced media product. So to create a magazine that might dedicate the same amount of pages to graffiti that they might dedicate to rap or to DJing. And that was even more helpful to continue to push and strike more of a balance, because you know what? The DJ is as important as the MC, maybe more important than the MC. Yeah. The writer is as important as a rapper. And so some of us were very sensitive to that and pushed that forward. I know, we have you to thank for getting to people like me. So, yeah, for making that bridge, really. I mean, that's what kept us going. Ce qu'il est en train de dire, c'est que ce qui est important, que lui-même, qui avait un magazine légendaire qui s'appelle Stress, des magazines comme On the Go, en fait, la plupart des grands magazines de rap avaient une, voire deux petites pages de graffiti. Et lui et d'autres ont créé des magazines où c'était beaucoup plus équilibré. Et l'idée, c'était vraiment de représenter tous les aspects culturels, c'est-à-dire la production de musique, le DJ, la danse même, le graffiti et le rap, tout, mais de manière équilibrée pour rappeler qu'il s'agissait d'une culture complète et pas juste d'un mouvement musical qui vendait des disques. Il faut se rappeler qu'une bonne partie des magazines s'adressaient quand même à un public qui écoutait juste la musique sans forcément s'intéresser au reste. Et donc que tout ce mouvement de magazines dans les années 90 venait aussi beaucoup de l'intérieur, donc de gens comme KET, qui ont fondé des magazines pour pouvoir avoir une représentation plus juste, à leurs yeux, d'une culture complète. You started traveling real early, if I remember correctly, and with the graffiti movement. And how did you feel that you, in a way, by traveling and bringing maybe back pictures, I'm thinking of the pictures you would bring back from maybe Copenhagen and places like that in the early 90s, and also you bringing pictures over from groups that we would see less in Europe. Obviously, I'm thinking of AOK, RIS. How do you feel that that also maybe the archiving of those travels and the fact that people would travel and exchange pictures, you know, how we all used to send each other flicks back then, you know? Yes. So, you know, I'm thinking of the freights as well, you know, the beginning of the freight movement, and that was really about all those packages of flicks. How does that, because it's very specific to graffiti, I think, and I believe, the fact of that people would share personally and that those pictures would go around, you know, I mean, I saw some of your early pictures because I knew some guys who knew some guys, right? And how did you see that firsthand? And how did you, as a New Yorker, feel about that? Oh, sorry, I think I didn't translate my question, my bad. Sorry. Ok, ma question c'est, il y a quelque chose d'assez spécifique dans le graffiti, C'est que lui, ayant commencé à voyager, donc les gens ont commencé à voyager pour pouvoir peindre dans d'autres pays. Il fait partie des premiers New-Yorkais qui venaient régulièrement en Europe pour peindre, particulièrement au nord de l'Europe. On en a eu aussi qui sont venus en Suisse, en France aussi, bien entendu. Et ce qui se faisait beaucoup à l'époque, c'était d'échanger ces photos. C'est-à-dire qu'on prenait des photos de son propre travail, mais aussi de gens de la région, et qu'on les échangeait les uns avec les autres par courrier. On s'écrivait des gros paquets comme ça, avec des paquets de photos pour montrer ce qui se faisait dans la région les uns des autres. Tout le mouvement de peindre des frettes aussi, parce que le parc de fret aux États-Unis comprend des millions de trains. Du coup, il y avait très peu qui étaient peints. Donc on prenait des photos de tout ce qu'on trouvait et on se les échangeait. On tirait toutes nos photos à 3 à 4 exemplaires et elles voyageaient comme ça dans le monde, ce qui est, je pense, une manière d'archiver et de partager le travail local qui est très spécifique au graffiti. Je ne pense pas que ça se fait dans d'autres mouvements artistiques. I mean, this what you're mentioning with the photo exchanges is a reaction from artists to try to document and preserve their own art movement. You can't study this in school. You can't pick up a book and learn about this. You know, at least not then. We're going back into the 80s and the 90s. It didn't, or the 70s, it didn't exist. So how do, you know, there was only one way to share this information. It was word of mouth with drawings and with photographs. And so that's how we did it. And I think that
the reaction to the writers to do that and to trade and to exchange letters and styles and photographs allowed us to spread knowledge and styles globally. And so why do you see TFP style in Italy or in Spain so heavily? When you look at you look at the stuff now, or TDS style, these are styles that were painted in 1977, 1978 that are being painted masterfully today. It's because of pictures. It's because we as artists have kept it very close and with each other, other artists. And although now you have Instagram and all these things and it's spread, it's still artists that are really benefiting from the exchange of photos. And so if there was a school, we would be talking about this in a classroom. But this is an underground art movement that we've been able to keep alive, you know, with these sort of low-tech means, right? And you know, you see it. I travel around the world, you know, landing in places and seeing a style from Amsterdam in Copenhagen, or seeing, you know, the first time that I went to Paris and I walked around the streets in Paris, I thought I was in Brooklyn because they were doing Brooklyn style throw-ups that even Brooklyn wasn't doing anymore. And so we've been able to keep this movement alive in, you know, in that way. And I think it's very special. And not, I don't know about too many other movements that have done it like that. Agreed. Today, at least. Yeah, fully agreed. Yeah, thank you. Ok, je vais essayer de traduire au mieux. Sa réponse est super importante. Je vais faire de mon mieux. Ce qu'il dit, c'est que l'important, c'était de préserver son propre travail et justement de pouvoir le partager. Et c'est peut-être la spécificité du graffiti et ce qui l'a rendu aussi intéressant, c'est que les gens ont eu cette volonté de partager non seulement leur travail, mais celui qui venait de leur région. Et c'est ce qui a permis à des styles qui ont été établis dans les années, fin des années 70, à des endroits très précis, des fois des pâtés de maison, de se retrouver, comme il dit, lui, il peut se retrouver tout à coup en Espagne, en Italie, et voir une manière de peindre les lettres, une manière d'approcher les couleurs qui est spécifique à un groupe de la fin des années 70 et qui a été préservé jusqu'à maintenant et qui réapparaît en 2020 ailleurs dans le monde. Et cet échange qui a commencé par les échanges de paquets de photos et qui continue à ce jour maintenant, c'est un petit peu différent maintenant bien entendu parce que tout est disponible sur le net, mais cet échange a permis d'établir une connaissance et un partage de certaines formes stylistiques qui tient jusqu'à ce jour. Comme il le dit, tout à coup, il est arrivé à Paris et il avait l'impression d'être de retour à Brooklyn parce qu'il y a une façon de peindre certaines lettres qui ressemblait, qui s'était passée et qui a été transmise et étudiée par des plus jeunes qui l'ont reprise et qui ont refaites. Donc, comme il l'aurait vu peint à Brooklyn peut-être 10 ans avant. Cette transmission de savoir et d'images, qu'il appelle low-tech, c'est la réaction justement de ce milieu à cette vision négative de l'extérieur et une façon de recréer sa propre salle de classe dans un sens, sa propre salle de cours qui fait que effectivement partout dans le monde on retrouve des gens, dont certains dans cette salle, qui sont capables de parler de styles spécifiques de New York dans les années 70 parce que c'est une histoire qui nous a été transmise et que nous-mêmes avons été apprendre et nous sommes appropriés. Et ça reste, pour lui, pour moi également, quelque chose de très spécifique au graffiti. C'est-à-dire que les écoles de style existent partout, mais cet échange, cette envie de les perpétuer, de les maintenir et de les partager les uns avec les autres fait vraiment partie intégrante de notre mouvement et de la prise de possession par les artistes du mouvement graffiti. Thank you. I'm getting emotional on this, man. Great answer. Because it's real personal to us, you know. I'm thinking, yes. How well, let's get into that then. How is the fact that so much of this is available now online? I mean, it was available earlier, but you had to go get it. You had to go find it. Whereas now, a lot of it is available rapidly, first of all, and with a lot of information. I mean, some of the pictures that you see now easily online, I had to fight to get. I mean, you saw the whole CWK has been blown up the last few months on Instagram. Yes. You remember me talking to you in Paris in 2006 saying,
"Hi, Ket, I'm Serval. Can you tell me about Mirage?" You remember that, right? Yeah, Because remember that, I'd heard the name of No Mirage, and I was like, "Can you tell me more about CWK? I've seen so few pictures, except obviously the record covers and everything." And so, what was then a form of digging, I guess, is now rapidly available. How do you feel about that? Let me translate. Donc, ma question, c'est qu'est-ce qui a changé dans la démarche par rapport au fait que, justement, avant, il fallait aller chercher l'information. Si on voulait un style parisien, ici, il y avait le livre Paris ton quart, ou alors il fallait aller à Paris. Moi, en l'occurrence, j'ai rencontré Ket à un événement à Paris en 2006, et quand j'ai appris qu'il était de Brooklyn, j'ai été lui demander sur un groupe légendaire dont j'avais vu 3 photos qui étaient absolument incroyables, et dont j'avais jamais vu aucune autre photo qui était juste pas disponible. Je lui en parle parce que sur Instagram, il y a 1 mois, 2 mois, elles ont toutes été mises en ligne, tout le travail de ce groupe. Du coup, c'est très facile à trouver. Si vous avez les 2 hashtags qu'il faut, vous pouvez voir tout le travail de ce groupe. Alors qu'à l'époque, pour nous, c'était quelque chose de légendaire. Il y avait 2 photos qui tournaient, et moi, j'ai été lui parler parce que c'était le seul moyen d'avoir des informations là-dessus à ce moment-là. Et je me suis dit, waouh, je vais enfin pouvoir trouver quelqu'un qui va pouvoir me parler de ces gars qui peignaient très très bien pour leur époque. Donc comment est-ce que le fait que toutes ces informations sont maintenant très rapidement disponibles, est-ce que ça change justement cette culture du partage? It tells me that we have a lot of work to do. And the work that we have to do is to give context, to give the stories, to give the origins for all this stuff. Because when you get a photo delivered to you in Instagram of, let's say, a CWK piece that's been uncovered from 1983, most people that post images don't put any information about it. Who did it? When did they do it? What does it mean? What does it say? Who was this artist? What impact did it have? What was around it? What was to the left of it? What was to the right of it? You know, where did the style come from? Is it original? Is it not? And so, to me, all this quick bit of information on Instagram is great for people that want to reminisce. It's great for people who maybe want to copy a style, but it isn't deep enough. Normally, sometimes it is, but it isn't normally deep enough for you to get the most information that you need as someone that cares about the culture and the people and the artists and the history. And so when I say we need a lot of work to do, it means we have to dig and then write and teach about it. So I'll show you one thing. If you want to say that, Yeah. I'll show you and I'll add to it. Great, thank you very much. Alors, ce qu'il dit, c'est que justement, la différence, c'est qu'on se retrouve avec une image sans contexte, sans histoire. Oh, there, my hero. Une image sans histoire, sans contexte. Donc, c'est bien pour les gens qui veulent juste s'inspirer, pour voir quelque chose qui visuellement pourrait leur donner une idée de ce que c'était ce style à cette époque, ou alors ceux qui étaient là à l'époque pour s'en souvenir, mais que pour tous les gens qui s'intéressent vraiment à cette forme d'art, en fait, ce qui manque, c'est le contexte, le qui, le quoi, le pourquoi, le comment, ce qu'il y avait à gauche, ce qu'il y avait à droite, comment ça a été peint, pourquoi est-ce que cette image avait de l'influence, et tout le contexte qui va autour. Et que dans ce sens, il appartient à des gens comme Ket, à des gens peut-être comme moi, de créer aussi des lieux de discussion comme on en a aujourd'hui, un musée comme eux ils l'ont fait, et d'écrire et de prendre le temps de contextualiser l'importance d'énormément de ces œuvres d'art pour qu'elles puissent être appréciées, comprises à leur juste valeur. So what does this mean? Who is Cess? Right? Why is it on 175th Street? What does this mean back there? What is that tag element? What is that marker? Why are these arrows like this? What is this whip? Like all these things, you can't get that from a photo, right? And so when you're flooded with these images all day long, and that's a new painting, how do you know that Cess is as important as someone else? You know, when you see that image, you're like, oh, it's a beautiful picture. I love it. And then you go across over here, and then maybe you see this. And you're like, well, what is this? Is it the same thing? Well, this says Delta, but what does it mean? And what is the style? And who is this And so you don't get any of that. And you're bombarded with Instagram, and it's like you're eating candy. Yeah. And that's all that it's become. Yeah. And to me, that's problematic. And so
the work that I think needs to happen is to teach about who these people are, to teach about these images. I get very annoyed at all those pictures that come out on Instagram by people that hoard pictures. They don't know who it is. They don't know what it says. They don't know who took the photo. They don't know where it was. They don't know anything. They just know that they got a cool photo. Yeah. And then you see them writing on comments like, anybody have any idea what this says? And it annoys me because the people that were doing it had to freeze and wait all day on those platforms. Yeah. And the stories that exist with it. And then here you have people that trade these things like baseball cards without any knowledge. Yeah. So that's why we have work to do. Yeah. Ok. Alors, ce qu'ils disent justement, c'est qu'effectivement, il prend l'exemple du tableau de Cess qui se trouve derrière, qui est un tableau récent de Cess. By the way, I have a Cess canvas in my home. I'm a huge Cess fan, obviously, so makes me happy to see this. Qui est un de mes artistes préférés d'ailleurs, celui d'avant, et qui dit, si on voit le tableau, can you just show the Cess for a second? Yeah, or yeah, this is great. Yeah, this is great. Quelqu'un, si on voit juste cette image et qu'on la partage sur Instagram sans contexte, personne ne saura pourquoi c'est à la 168e rue, qui est une rue spécifique, avec certaines lignes de métro qui passaient par là. C'est par rapport à cette rue que ce style a été choisi, y compris ce choix de couleur, qui fait référence à un choix de couleur d'un métro spécifique qui a été peint sur cette ligne. Donc il y a toute une histoire et un contexte derrière. C'est pour Tracy 168, qui a été derrière ce tableau, qui n'est pas forcément accessible. Et pour les gens qui ne font que partager l'image parce qu'ils trouvent ça joli, en fait, le problème, c'est que ça manque tout un travail de contextualisation et d'histoire qui fait qu'en fait, on perd les artistes qui sont derrière. Parce que derrière ce tableau, il y a Cess, qui est déjà une légende du graffiti, et il y a toutes les légendes auxquelles lui, il est en train de faire référence dans ce tableau, qui sont perdues, et qui fait sembler, qui fait paraître, oh wow, yeah, qui fait paraître ce travail comme étant simplement, on va dire, candy, des bonbons visuels, un petit plaisir visuel, sans que les gens se rendent compte que c'est une forme d'art, une forme de culture qui a toute son histoire et qui travaille aussi de manière autoréférentielle comme le reste des formes d'art qu'on peut voir au musée, sans que les gens le sachent, qui vont simplement se dire « Ah, c'est juste une flèche ». Non, s'il a fait cette flèche-là, de cette manière, à cet endroit-là, il y a une raison très claire, surtout dans le travail de Cess. Même la façon ici de mettre des bulles dans la 3D, comme vous le voyez à droite, c'est une référence très très spécifique. La façon de construire son E, 5-bar E, tout ça, ce sont des références stylistiques qui sont très précises, qui ont toute une histoire. Et si on ne fait que partager ces images par rapport à leur esthétique, on est en train de perdre tout le contexte artistique. Et il dit, c'est là la responsabilité des gens du mouvement de prendre le temps d'expliquer, même si c'est sur des réseaux sociaux, de prendre le temps d'expliquer et de contextualiser. Le A-line ici, c'est donc une des lignes de métro sur lesquelles ce genre de style se peignait. Même le choix des couleurs est important ici. Le classique vert-orange qui référence des marques de peinture qui étaient utilisées à cette époque-là. Donc il y a tout un contexte qui doit être expliqué et partagé pour que cette forme d'art soit aussi comprise et reconnue dans sa complexité et sa beauté. I'm going to ask you to use that way you can answer. Je lui pose la question, c'est peut-être plus simple. He's asking is, are you sure that that's what the Cess is going after in all those references, and is he just not playing around with styles? I think it depends on the pieces. From when I've spoken to him about some of these pieces in particular, he can paint any style that he wants at this point. He's a master of style writing, but the reason why he's choosing some of these old styles is to honor some of these old writers and some of the styles that are not painted anymore. And so when you see a piece, let's see, like I'll give you an example, and these might not be the best references, but some of the things that he's doing here, that cool. S is from like, the MG Boys or Billy 167 from like 1975. Yeah. Some of these connections that he's doing here, this thing here, that goes back to 1975. Yeah. Right. And so he's doing it purposefully to keep a particular style alive. And sometimes he'll write the name of the person there. He loves Knock 167. He'll put some Knock isms in there. And so it's a way for him to be a bridge
from the past until today because there's not enough ways to do it. And so he's an artist, he's doing it through art. I love to do it through books and maybe through curating exhibitions and through teaching. And so we have different ways to keep the memory of people like Gandhi alive, to keep the memory of people like Nakhun 67, you know, someone known. And it's, we do it in our different ways. Yeah, great, thank you. Donc, ce qu'il est en train de dire, et c'est important, alors, dans le cas typiquement de Cess, c'est une façon pour cet artiste-là de maintenir un pont. Donc, Cess, il fait ce qu'il veut, dans le sens qu'il est il a une telle maîtrise de la lettre que de toute façon, il est très libre. Et justement, ce qu'il choisit de faire, c'est dans sa pratique d'honorer la mémoire de certains artistes et de certains styles particuliers qui ne seraient pas utilisés à ce jour ou qui sont utilisés sans que les gens le sachent. Lui, il le fait volontairement, souvent en mettant une référence, comme on l'a vu sur les tuiles, à une certaine rue. Là, ce qu'il montrait, c'est le petit kick de derrière et cette forme de S qui est des NG Boys qui viennent de juste à côté de chez mon père, Van Cortlandt Park, donc au milieu du Bronx. Et du coup, c'est une façon pour lui de maintenir et de préserver cette tradition, de créer un pont par son art entre les gens qui ont développé ces formes, parce qu'il y a bien des gens à un moment qui ont tout à coup commencé à faire un S qui a cette forme, ils ne sont pas apparus par hasard. Il y a à chaque fois une personne, une histoire, quelqu'un qui a eu une idée et qui l'a lancée. La plupart dans les années 70, la plupart de tout ce que nous faisons, je m'inclus dans le tas, date des années 70. On pense toujours qu'on a inventé un truc, mais généralement, ça a été fait bien avant. Classic shit. Et du coup, le principe, c'est, lui, c'est par son art qu'il maintient ce pont entre tous ces styles traditionnels, toutes ces images, toutes ces techniques aussi, ces couleurs, et la manière de peindre maintenant. Ket, ce qu'il disait, c'est que lui, personnellement, ce qu'il le fait, il le fait plus en donnant des discussions comme celle d'aujourd'hui, en étant curateur du musée du graffiti, en écrivant des livres. Pour Cess, c'est à travers son art qu'il le fait. Moi, pour avoir une pièce de Cess chez moi, je lui ai demandé quelque chose de très spécifique des années 90, d'un certain style, parce que c'est ce qui m'avait influencé moi quand j'ai commencé à peindre. Donc j'ai la pièce de chez moi et toutes les références sont absolument pile poil. Voilà, exactement. If I could just ask you one last favor, if it's possible, would you mind sharing with us an anecdote or something you would have to say about Martha Cooper? Since you've known her since, what, the early 80s? A long time. OK. Une anecdote sur Martha Cooper, étant donné qu'ils se connaissent depuis 45 ans. You know, I think Martha Cooper is probably one of the, if not the hardest working photographers that I know, not just in this genre, but in the whole world. Every time I see Martha, she's with, you know, multiple cameras, running around, trying to get the shot. She doesn't care about anything but the photo. She's dedicated. She will go to deep in the Bronx to deep in Brooklyn or Romania or wherever the mission is because she loves it and she loves to capture the movement. And every time that I see her, it's incredible. The last time that, you know, I saw her here in Miami, you know, she had a show here. She came to the opening of the museum because she cares. And she's just, she's a treasure. She's a treasure. And yeah, that's what I think. Thank you very much. Martha Cooper, comme il l'a dit, suit ce mouvement depuis le milieu des années 70. Comme elle est toujours à fond, même maintenant, alors qu'elle a quand même un certain âge. Elle sera toujours en Roumanie, à Brooklyn, à Zurich, où moi je l'ai rencontrée, au fin fond du Bronx, toujours avec 3-4 appareils photo, à chercher à faire la meilleure photo possible, quel que soit le genre photographique. C'est une des personnes les plus dédiées à son art qu'il ait jamais rencontré. Et pour nous, en tant que pratiquants du graffiti, c'est un trésor. Parce que ce qu'elle nous a laissé comme tradition, comme souvenir et comme résultat photographique qui a influencé tout le monde dans le monde, on est tous partis de Subway Art, c'est inestimable, en fait, sa contribution au mouvement du graffiti. Ket, I'm going to thank you very much. I really appreciate you taking the time.
and sharing your knowledge, history with us. I do hope to get down to Miami. I did see that one of our local boys won the contest to do a mural, so we're pretty happy about that right here in Geneva. That's right. That's right. That's right. So, you know, a little local pride doesn't hurt. And yeah, thank you again. Thank you for taking the time to share knowledge with us. Really appreciate it, man. It's my pleasure. And you guys enjoyed the film. We will, and I hope I get to see you sooner than, you know, the last gap between our two meetings, man. Likewise. Take right. good care, and I'll see you very soon. All right, you take care, Kat, man. Thanks, bye. Peace. Bye. Je me suis permis de référencer le fait qu'il y a eu un concours pour peindre le dernier mur, le 4e mur du musée du graffiti qui se trouve à Miami et qu'il a été gagné par le groupe EDK DVS, dont donc Tones, qui vient de Genève. Du coup, ça fait plaisir, il y aura un Genevois sur la façade du musée du graffiti sous peu, dès qu'on peut voyager de nouveau. Donc voilà, merci beaucoup à KET pour cet entretien. On passe au fil.